Mais parfait, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici. Avant de commencer, je veux simplement mentionner que c'est un projet qui est en cours, donc tous les commentaires que vous pouvez faire vont être extrêmement appréciés là, de façon à orienter l'écriture du papier qui devrait se poursuivre cet été. Alors, le titre du projet, c'est Cadre d'analyse coût-bénéfice de stratégie de relocalisation pour les propriétés à haut risque d'inondation. Donc, c'est un projet qui est vraiment orienté sur un exercice de modélisation mathématique et c'est un projet qui est financé par le Fonds de recherche AMF en gestion intégrée des risques des institutions financières. Donc, je suis un des deux auteurs, là, un des deux participants à ce projet-là, mon collègue Mathieu Boudreau, qui est au département de mathématiques, l'école d'actuariat à l'UQAM, là, et mon partenaire pour l'étude. Alors, je débute avec une petite citation de Catherine Mack de l'Université de Miami qui précise que la relocalisation devient une stratégie de gestion du risque d'inondation inévitable avec les changements climatiques. Et d'ailleurs, à cet effet-là, on voit dans la littérature scientifique ainsi que sur le terrain qu'il y a de plus en plus de programmes qui voient le jour, il y a de plus en plus d'intérêts, de publications qui touchent aux différents programmes de relocalisation. Et l'analyse de cette littérature-là et des exercices terrain nous mène à identifier une problématique qu'on va tenter d'adresser via l'étude. Il y a beaucoup d'analyses de type coût-bénéfice qui sont au cœur du processus décisionnel de programme ou de projet de relocalisation et de façon plus générale au cœur de programmes de mitigation des risques d'inondation. Par contre, il existe relativement peu de littérature pour guider les décideurs publics sur comment réaliser ce type d'analyse-là. Sur les 200 papiers qu'on a identifiés dans les 3 dernières années sur le sujet de la relocalisation, il y en a simplement une poignée, 4 ou 5, qui s'intéressent vraiment à l'aspect financier du programme, alors qu'une bonne partie des programmes et des papiers eux-mêmes intègrent une dimension de rentabilité financière à l'intérieur de leur déroulement. Et qu'est-ce qu'on voit comme problématique en lien avec ce manque de guide d'informations sur comment réaliser le type d'analyse dont on a en tête? C'est qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont basées sur de l'information historique, idéalement sur des inondations historiques qui sont survenues. Et donc, tout l'aspect fréquence, l'aléa naturel, tout l'aspect vulnérabilité ou encore exposition est basé sur des données historiques. Alors que quand on parle de relocalisation et qu'on veut analyser la rentabilité de ce type de programme-là, c'est une analyse davantage prospective, axée sur le futur, qui est pertinente parce qu'on veut voir si on enlève une propriété d'une zone à risque, est-ce que pour les 20, 50, 100 prochaines années, on peut obtenir une rentabilité, on peut obtenir un succès avec cette opération-là. Et les informations manquantes sont à plusieurs niveaux. Il y a de plus en plus de travaux qui sont entrepris pour bien identifier l'aléa avec des courbes de récurrence, des cartographies de zones inondables et ainsi de suite. Par contre, la sévérité demeure un parent pauvre à l'intérieur des données disponibles. Aussi, il y a beaucoup d'analyses de type coût-bénéfice qui ont été développées et présentées dans la littérature, à l'intérieur desquelles essentiellement uniquement les coûts et les bénéfices directs exprimables facilement en dollars sont intégrés aux analyses. Un deuxième point, c'est que la plupart des programmes, quand la rentabilité est analysée, elle est toujours analysée selon une perspective sociétale. C'est-à-dire qu'on regarde la société dans son ensemble, est-ce que ça pourrait être rentable, entre guillemets, d'aller de l'avant avec une relocalisation. Or, la perspective des ménages est rarement évaluée. Et ça peut expliquer pourquoi que, historiquement, les taux de participation des ménages dans les programmes offerts par les gouvernements ou par les autorités réglementaires est relativement faible ou du moins inférieur aux attentes. Alors, nous, dans notre étude, ce qu'on veut faire, c'est développer une approche d'analyse de type coût-bénéfice qui est à la fois flexible pour répondre à une question générale qui pourrait s'exposer comme étant est-ce que la relocalisation peut être rentable financièrement, sachant l'importance des sommes en jeu. Et plus spécifiquement, on veut identifier sous quelles conditions la relocalisation peut être rentable. On veut évaluer à quel point l'omission assez fréquente de certains types de coûts et de bénéfices a une importance sur la rentabilité qu'on obtient comme output de l'analyse. Et finalement, on veut comparer l'effet de différentes structures financières sur la rentabilité. Et par structure financière, on va essentiellement comparer des modèles qui sont des relocalisations post-sinistres, où la décision de se relocaliser survient
après une inondation majeure et des programmes de relocalisation planifiés où la relocalisation peut se faire même en l'absence d'un sinistre lorsqu'on a identifié qu'il y avait un risque important sur le territoire, même si ce risque-là ne s'est pas matérialisé. Alors, quelques petits constats, je vais aller assez vite sur cette partie-ci. Là, ça rejoint un peu mes conclusions, je n'ai pas le temps de m'y rendre. En fait, on a observé que présentement, les analyses coûts-bénéfices qui semblent être faites par plusieurs organismes publics pour des expériences terrain, ainsi que les analyses qui sont présentées dans la littérature, ils ont tendance à sous-estimer la rentabilité des programmes de relocalisation. Deuxième constat, il y a un écart significatif entre la rentabilité selon la perspective sociétale, donc celle qui devrait être utilisée par les autorités publiques pour mesurer à quel point est-ce que ça peut être rentable d'aller de l'avant avec la relocalisation, et la rentabilité qui peut être perçue du point de vue des ménages en raison de plusieurs facteurs, notamment en raison des caractéristiques des programmes d'aide au rétablissement qui existent, en raison des différents types de déclencheurs pour aller de l'avant avec une relocalisation et aussi en raison de la présence de plusieurs coûts indirects et intangibles qui sont généralement omis des analyses. Et notre analyse qu'on va se faire au niveau des ménages, mais qu'est-ce qu'on observe suite à nos analyses, c'est que la relocalisation est rentable beaucoup plus souvent qu'on l'avait anticipé au départ. Et ça peut mener à certaines recommandations publiques, notamment au fait que la relocalisation de voisinage en entier peut être rentable sous plusieurs conditions, et aussi au fait que les autorités publiques pourraient se permettre, encore une fois, dans certaines conditions, de verser des indemnités plus généreuses pour stimuler la participation au programme de relocalisation. Un peu de contexte en lien avec la littérature scientifique. Bon, on le sait tous, la relocalisation vise les propriétés à plus haut risque et c'est généralement une stratégie de mitigation des risques qui est utilisée lorsque les autres ne sont pas applicables. Les autres stratégies ne sont pas applicables, soit parce qu'elles sont trop chères, soit parce qu'elles sont techniquement impossibles à mettre en œuvre. Mais même si le but premier de la relocalisation vise à réduire le risque, malheureusement, il y a quelques études qui indiquent que la relocalisation, ce n'est pas un remède miracle. En fait, une étude de McGee aux États-Unis, basée sur des données de la FEMA, révèle que 99% des ménages qui ont été relocalisés suite à l'ouragan Sandy dans la région de New York, New Jersey, se sont vus obligés de se relocaliser dans des quartiers avec une plus grande vulnérabilité sociale. Aussi, peut-être plus dangereux, 20% des ménages qui ont été relocalisés ont dû se reloger dans des zones qui sont elles-mêmes à risque d'inondation. Ça illustre le fait que la relocalisation, si on veut que ça soit un succès, ne doit pas être uniquement une compensation financière qui est donnée aux ménages pour que les ménages choisissent eux-mêmes après ça quoi faire avec l'argent qui leur est offert. Il y a une certaine planification qui devrait être supportée par les autorités de façon à ce que la relocalisation puisse être un succès. Au niveau des problèmes de santé mentale, par contre, les résultats de Kozlov sont un petit peu plus encourageants. Ils illustrent que la relocalisation, nonobstant les problèmes identifiés par les autres auteurs, mène à une plus petite prévalence de problèmes de santé mentale. Et on a une étude de Binder que je jugeais intéressante aussi à inclure, qui parlait de la perte de capital social qui affectait négativement la résilience. Donc, c'est vraiment l'inconvénient de la relocalisation qui est mentionné le plus souvent, c'est-à-dire que ça détruit un peu l'esprit de quartier, la vie de quartier, les relations sociales entre les gens. Du côté de la popularité des programmes de relocalisation, j'ai mentionné en introduction que plusieurs programmes avaient un taux de participation relativement faible. Eh bien, il y a certaines études qui étudient pourquoi est-ce que ces taux de participation-là sont faibles. Et les facteurs qui sont souvent mis de l'avant, c'est celui de la perception du risque. Pour que les gens acceptent de se relocaliser, il faut qu'il y ait l'impression que le risque est très important. Et aussi celui des compensations monétaires qui sont offertes lorsqu'il y a relocalisation. Des compensations jugées insuffisantes pour se reloger dans un quartier donné peuvent faire en sorte que les ménages vont préférer demeurer dans une zone à risque. Au net, il y a une absence de consensus dans la littérature scientifique sur les avantages de la relocalisation par rapport aux inconvénients. Et aussi, la littérature met en lumière la nécessité de distinguer selon que les plans sont des relocalisations qui suivent des catastrophes naturelles et donc l'aspect planification de la relocalisation se fait très rapidement et des relocalisations qui sont planifiées à l'avance en amont même des sinistres.
Du côté terrain à l'international, et je vais passer très vite ici, on a quelques exemples de programmes de relocalisation qui existent, notamment en Irlande, quelques relocalisations, où l'approche est vraiment basée à la pièce, c'est-à-dire qu'il y a un budget général qui est alloué pour relocaliser les propriétés à risque. Typiquement, les budgets sont insuffisants pour relocaliser tous les propriétaires qui sont jugés à risque, et plutôt qu'instituer des compensations qui seraient des attentes de la population, eh bien, le programme est orienté vers ce qu'on appelle de l'aide humanitaire. Donc, c'est au besoin que la relocalisation se fait sentir. Il y a une rentabilité qui est importante pour décider si on va de l'avant avec la relocalisation, mais c'est une analyse de coût-bénéfice qui se fait de façon générale et non pas propriété par propriété. À l'inverse, en Autriche, beaucoup plus de propriétés relocalisées parce qu'il y a des programmes institutionnels pour le faire. L'admissibilité ne dépend pas d'une analyse de coût-bénéfice en tant que telle, mais davantage sur la cartographie. Donc, des ménages qui sont situés dans une zone jugée à très haut risque sont admissibles à la relocalisation. Et il y a des compensations qui sont bien normées, qui équivalent à 80 de la valeur des bâtiments, plus 80 des coûts de démolition. Et de plus, il y a des terrains qui sont réservés pour ceux qui auront à se relocaliser et les prix de ces terrains-là sont plafonnés par l'État. Aux États-Unis, la FEMA, via différents programmes, administre aussi des programmes qui permettent la relocalisation. Et là, aux États-Unis, on a des compensations qui sont normées à 75 de la valeur des bâtiments. Et la décision de se relocaliser dépend d'une analyse coût-bénéfice formelle, mais une analyse qui est centrée uniquement sur les coûts directs. De notre côté, au Canada, il y a eu des programmes à la pièce dans différentes localités qui ont vu le jour. Présentement, au niveau du gouvernement fédéral, il y a un groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la relocalisation stratégique qui illustre le besoin ou du moins la tendance à aller dans cette direction-là. Et au Québec, on a du côté du MAMACH, le nouveau programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, dont le premier appel à projet arrive cet automne pour inciter ou permettre à certains bâtiments d'être relocalisés dans des zones à plus faible risque. Et on a aussi le programme général d'indemnisation qui existe depuis de très nombreuses années, qui a été revu en 2019 et qui permet ou qui offre des allocations de départ pour ceux qui ont souffert d'inondations avec des sinistres qui ont coûté de nombreux grands montants d'argent. Donc, notre prétention, c'est que l'étude qu'on entreprend répond à un besoin actuel pour le Québec et pour le Canada. Au niveau de l'approche méthodologique, je l'ai mentionné, on articule notre étude autour d'une approche de modélisation mathématique. Donc, on va caractériser la rentabilité des projets de relocalisation en utilisant le critère de la valeur actualisée nette. Et on va avoir plusieurs scénarios qu'on va comparer entre eux là, pour regarder à quel point est-ce que différentes dimensions ont un impact sur la rentabilité. Du côté des scénarios de base, eh bien, on va avoir 10 distributions de hauteur de submersion et on va avoir aussi des courbes de dommages qui vont tenir compte de l'incertitude. On va aussi avoir un déclencheur de la relocalisation qui va être inspiré du programme québécois actuel. À ce scénario de base-là, qui est vraiment basé sur une relocalisation post-sinistre, on va regarder deux scénarios alternatifs, un qui prend la forme de relocalisation planifiée et un dernier qui prend la forme de relocalisation avec un usufruit, donc une structure financière vraiment particulière basée sur un démembrement du droit de la propriété. Et on va aussi ajouter d'autres dimensions à l'étude, notamment regarder si on inclut certains coûts et bénéfices indirects qui sont souvent omis et si on inclut aussi des scénarios de changement climatique. Alors, à la base de l'exercice de modélisation, on a les hauteurs de submersion et on a les courbes de dommages qui sont conditionnelles aux hauteurs de submersion modélisées. Alors, c'est une approche par simulation. Donc, à chaque simulation, il y a différentes étapes qui doivent se faire, qui sont basées sur la génération de nombres aléatoires pour déterminer la hauteur de submersion, un deuxième nombre aléatoire pour déterminer la sévérité de l'inondation. On applique les caractéristiques financières des scénarios et de façon à identifier les flux monétaires incrémentaux d'un scénario par rapport à l'autre afin de calculer la valeur actuelle nette de chaque projet. Alors, les prochaines minutes vont être consacrées aux résultats de cet exercice de simulation-là. Donc, si on regarde le choix d'un ménage ou de façon sociétale de se relocaliser présentement, selon ce qui est offert au Québec, on voit que le choix du ménage, essentiellement, ça peut être rentable de se localiser selon sa perspective de l'individu
pour ceux qui sont établis dans des zones à risque de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire quelquefois des zones de 50 ans, rarement plus. Du côté sociétal, par contre, la rentabilité est assez limitée aux zones de 2 ans et 5 ans. C'est rarement rentable de relocaliser un bâtiment situé même dans une zone de 10 ans ou avec un risque moins élevé. 5 minutes, Michael. Oui, je vais essayer de faire ça très vite. Côté relocalisation planifiée, eh bien, on a fait un peu le même exercice ici, comparé avec le scénario de base. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que la relocalisation planifiée est beaucoup moins souvent rentable, notamment en raison des flux financiers importants des indemnités qui doivent être versées dès le départ au temps zéro, qui explique le fait aussi que les relocalisations, quand on décide de relocaliser, la décision est prise dès le départ. L'usufruit, c'était une recommandation de André et ses co-auteurs en 2016 dans un papier là, axé sur le domaine français. C'était quelque chose qui était très intéressant à nos yeux parce que ça permettait d'avoir une structure financière qui allait stimuler l'acceptabilité sociale des programmes de relocalisation en permettant aux ménages d'avoir des fonds en poche dès le départ en vue de planifier leur relocalisation dans les années suivantes. En gros, avec un usufruit, le ménage conserve l'usage de sa propriété, mais les autres dimensions du droit de propriété deviennent la propriété de l'État. Donc ici, on voyait que c'était des modèles qui étaient très rentables du point de vue des individus, un peu moins du point de vue des gouvernements. Alors maintenant, quand on ajoute d'autres dimensions, notamment vulnérabilité des bâtiments, présentement au Québec, c'est très difficile d'avoir suffisamment de données pour bien caractériser la vulnérabilité des bâtiments. Donc, il y a certains programmes, notamment avec des postes sinistres ou des relocalisations planifiées, qui rendent beaucoup plus difficile de corriger une évaluation de vulnérabilité erronée une fois que le programme est mis sur pied, alors qu'avec une structure un peu plus basée sur l'usufruit, ça devient beaucoup plus facile de corriger cela. Lorsqu'on ajoute des coûts liés aux inondations qui sont souvent ignorés, eh bien ici, on a certaines caractéristiques qu'on ajoute à l'intérieur de nos simulations, des frais de subsistance, des frais de gestion pour le gouvernement de gestion des réclamations, des dommages aux biens meubles et pas seulement aux immeubles, ou aussi des impacts intangibles, que ce soit en termes d'impact sur la santé mentale, perte de productivité au travail, impacts environnementaux et ainsi de suite. Bien, on observe qu'il y a une très forte hausse des scénarios, des itérations où la relocalisation peut être rentable. Et ça nous amène à croire qu'il y a une sous-estimation assez fréquente des rentabilités dans les analyses terrain qui sont faites actuellement. Du côté des changements climatiques, on obtient un peu la même conclusion. En fait, on sait que les changements climatiques et les changements dans l'occupation du territoire sont dynamiques, donc le risque d'inondation, ce n'est pas quelque chose de statique. Quand on tient compte de cette évolution-là dans le temps, eh bien, la rentabilité des programmes de relocalisation doit être revue à la hausse également. Et quand on fait l'addition de toutes ces sources potentielles-là de flux, de bénéfices et de coûts qu'on devrait intégrer à une bonne analyse de coûts-bénéfices, eh bien, on voit que les pourcentages de fois ou d'itérations à l'intérieur desquels on obtient une rentabilité sont beaucoup plus importantes que ceux calculés initialement. Donc, par exemple, pour les relocalisations planifiées, on passe d'1% de rentabilité pour les zones de 20 ans à 67% de projets qui pourraient être rentables. Et c'est un peu la même conclusion qu'on obtient avec les différents types de scénarios, que ce soit de la relocalisation post-sinistre ou avec un usufruit. On a poursuivi l'exercice avec une application à un quartier réel, donc 235 propriétés résidentielles qui étaient à haut risque d'inondation, plusieurs dans des zones 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, quelques autres dans des zones 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Les valeurs réelles de ces bâtiments-là, selon les rôles d'évaluation en vigueur, variaient entre 171 000 et à peu près 612 000 $. Donc, on a ajouté l'inflation, les coûts additionnels qu'on a mentionnés, l'impact des changements climatiques, et on voit que le nombre d'immeubles qui pourraient être rentables de relocaliser selon une perspective sociétale augmente très fortement. Par exemple, pour l'usufruit, en rouge, on avait 18 bâtiments selon le scénario original, et quand on tient compte de toutes les autres dimensions qu'il faudrait considérer dans une analyse coût-bénéfice, on en a un peu plus de 140. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on tient compte de ces dimensions supplémentaires-là, on voit qu'il y a beaucoup moins d'écart entre qu'est-ce qui pourrait être rentable du point de vue sociétal, donc la rentabilité gouvernement, et qu'est-ce qui pourrait être rentable du point de vue des individus. Alors, il y a une certaine discordance qu'on observait initialement, bien que maintenant, on est capable d'adresser
en incorporant les dimensions supplémentaires à l'analyse coût-bénéfice. Donc, en conclusion, les analyses coût-bénéfice sont sensibles aux données brutes entrantes. Donc, la qualité, évidemment, de l'analyse est fonction des données brutes. Alors, ça milite pour obtenir de meilleures données brutes, notamment en termes de vulnérabilité. Aussi, la sous-estimation qu'on a observée, elle est réelle. Donc, il y a un risque réel d'omettre ou de sous-estimer les rentabilités de projet lorsqu'on omet certains coûts-bénéfices, notamment les coûts-bénéfices de type indirect ou intangible. L'alignement des intérêts, on observe que parfois, on a des individus qui peuvent être plus réfractaires à se relocaliser parce que la rentabilité n'est pas au rendez-vous lorsqu'il y a une rentabilité qui est au rendez-vous au niveau sociétaire, et l'inverse est également vrai. Et que la structure d'un programme de relocalisation peut faire de grandes différences sur la rentabilité. Donc, il y a le potentiel certain à investiguer des structures non financières, notamment l'usufruit, qui peuvent être une solution pour améliorer l'acceptabilité sociale de projet, tout en permettant d'obtenir une rentabilité pour tous les acteurs et non pas seulement au niveau sociétal. Alors, au net, n'importe quelle analyse de coût-bénéfice devrait inclure les bénéfices non marchands. Et on voit ici l'importance de bien réaliser ces analyses-là lorsque vient le temps de prendre une décision qui est basée sur un critère de rentabilité. Alors, je vous remercie et ça va me faire plaisir si vous avez des questions. Parfait. Merci beaucoup, Michael. On a le temps, effectivement, 4 minutes pour des questions. Il y en a deux, Pascal et Philippe. Pascal? Oui, merci pour la présentation. Je me demandais, tu as mentionné l'article de André 2016. Eux, ils comparaient également aussi avec la relocalisation d'autres alternatives comme protéger finalement la côte en mettant des ouvrages de protection. Je me demandais si vous aviez regardé également, comparé dans vos analyses coût-avantage d'autres types de solutions que la relocalisation pour pouvoir les comparer. Et également, aussi, si on intègre dans ce cas-là aussi les effets bénéfiques ou les impacts de mettre en place un ouvrage, donc les impacts sur l'écosystème ou sur le milieu naturel et comment ça peut changer finalement là, les résultats par rapport à une solution qui pourrait être identifiée. Oui, en fait, je vous remercie pour la question. Contrairement à l'article d'André, de notre côté, c'est un cadre de modélisation qui est un peu plus théorique, alors que l'article d'André est axé sur un projet précis en France. Par contre, le but, c'est d'avoir un cadre de simulation qui est flexible. Alors, l'objectif, c'est d'être en mesure, avec ce cadre-là, d'intégrer d'autres types de projets que la relocalisation, et c'est tout à fait possible de le faire, de façon à pouvoir, après ça, comparer la rentabilité de différents projets. Et si on utilise un critère de rentabilité comme principal critère de décision, bien à ce moment-là, opter pour le projet qui présente la plus forte rentabilité. Pour l'aspect environnemental, là, les dommages environnementaux, les bénéfices environnementaux qui peuvent résulter de différents choix de projet, c'est tout à fait possible et même souhaitable. Il faut les inclure dans une analyse de type coût-bénéfice. Et là, ça passe par un programme ou par un module de monétisation des externalités. Donc, être capable d'exprimer ou de convertir ces bénéfices-là en équivalent monétaire. Par exemple, pour les problèmes de santé mentale, ça se fait fréquemment avec un modèle microéconométrique qui permet d'associer un problème de santé mentale avec un équivalent salaire. En d'autres mots, combien est-ce qu'une personne serait prête à diminuer son salaire pour ne pas souffrir de problèmes de santé mentale et obtenir la même satisfaction? Donc, à ce moment-là, on a des analyses qui permettent d'avoir un équivalent monétaire, un signe de dollar sur le problème de santé mentale et ça permet de l'inclure à l'analyse de type coût-bénéfice. Merci, Michael. Philippe, je vais demander une question courte, puis une réponse courte. Puis Emmanuel aussi, tu peux préparer une question courte. Philippe. Michael, ça va être ma question courte. C'est quoi les hypothèses en arrière des scénarios? Tu nous parles de 10, 20 cm. Ça vient d'où? C'est un d'où? C'est quoi? Oui, en fait, pour les hauteurs de submersion, c'est des données auxquelles on a eu accès en contexte québécois avec la CMM. Donc, c'est vraiment des rasters là, de zones inondables qu'on a obtenus. On a été en mesure de prendre certaines moyennes là, de façon à avoir des courbes de distribution qui sont réalistes puis applicables en contexte québécois. Évidemment, l'outil de simulation permet de faire varier le tout. Pour les hauteurs de submersion qui sont utilisées pour les courbes de dommages, on s'est inspiré beaucoup des travaux de Bonifay début des années 2000 qui découlent des caractérisations qu'il avait faites suite au déluge du Saguenay.
Ouais, mais juste pour dire que dans le lac des Deux-Montagnes, on a dépassé les 20 centans 2 fois de suite en 2017-2019. Je ne sais pas d'où ça vient, ces 20 cm, mais moi, ça me paraît suspect, juste pour… voilà. Merci, Philippe. Emmanuel, une courte question-commentaire. Merci beaucoup, Michael, pour votre présentation. Ça m'a beaucoup interpellée car je réalise aussi actuellement une revue littérature sur les relocalisations et les expropriations à l'INSPQ. Évidemment, notre objectif, c'est davantage de documenter les impacts psychosociaux puis aussi comment les processus peuvent atténuer certains effets indésirables au niveau psychosocial. Question à l'économiste, bon, vous l'avez nommé, là, les compensations financières, souvent, ça va être un enjeu. Les gens vont refuser la relocalisation pour ces raisons. Il y avait des recommandations dans les auteurs que j'ai lus qui trouvaient que c'était peut-être mieux, au lieu de donner un montant financier aux gens, de les aider à se relocaliser dans un endroit comparable. Donc, comment insérer cet élément-là dans votre modèle? Parce que j'entends rentabilité, mais il semble que pour éviter les impacts psychosociaux, ça demandera peut-être plus d'investissement. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Encore une fois, l'idée, c'est d'adapter le cadre d'analyse avec les données qui sont propres à un projet précis, dans la mesure où est-ce qu'il y aura un endroit où est-ce que ça serait possible de relocaliser les gens et souhaitable de le relocaliser, eh bien, ces terrains-là doivent être acquis, que ce soit par les autorités publiques, que ce soit par les résidents, que ce soit par d'autres organismes. Donc, il y a quand même un coût qui est associé à l'acquisition de ces terrains-là ou au coût de déplacer la structure du bâtiment, puisque des fois, on n'est pas nécessairement en mesure de reconstruire, mais on peut déplacer le bâtiment directement. C'est aussi une possibilité. Donc, tout ça a un coût. À partir du moment qu'il y a un coût, il suffit d'inclure le bon coût à l'intérieur de l'analyse. Mais le cadre de simulation est suffisamment flexible pour permettre d'inclure ce type de coût-là, peu importe le moment de l'année, peu importe à quel point il est étiré dans le temps, parce qu'un coût ne veut pas dire que c'est dans une seule année qu'on le paye. Ça peut être sous la forme d'un loyer aussi qui est payé à travers le temps. Parfait. Merci beaucoup, Michael. Merci pour les questions courtes et réponses courtes. On a bien rentabilisé les 4 minutes qu'on avait. Mais